Voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres. Vent de liberté en Tunisie pour Nabil Karoui. Le candidat au second tour de la présidentielle vient de bénéficier d'une décision de la Cour de cassation. « 14 milliards de dollars, c'est le montant qu'entend récolter le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Préoccupation identique en Guinée où MSF tire la sonnette d'alarme sur le financement inadéquat de la lutte contre ces maladies. Des bombardements pour la paix contre les milices kurdes en Syrie. Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce mercredi le début de l'opération militaire Source de paix menée par les forces armées turques. Bonsoir. C'est donc un air de liberté qu'il respire depuis ce soir. La justice tunisienne a décidé de libérer le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, qui est donc sorti de prison ce mercredi soir. Par ailleurs, les résultats préliminaires des élections législatives tunisiennes attendus mercredi soir devraient confirmer un parlement morcelé avec une victoire en demi-teinte du parti d'inspiration islamiste Ennahda et des négociations pour former un gouvernement qui s'annonce laborieuse. Le point avec Blanche Sanou. La décision a été prise par la Cour de cassation, selon les déclarations de son avocat, Maître Ben Messoud, à 4 jours du second tour, qui doit opposer son client Nabil Karoui, incarcéré depuis fin août et soupçonné de blanchiment d'argent, au juriste indépendant Kaïs Saïd. Un nouveau revirement de la situation qui vient appuyer davantage la position de l'homme d'affaires. Nous sommes déterminés à entrer dans la bataille avec la force des programmes et la force de la volonté. Ne pouvant mener sa campagne depuis sa cellule, c'est sa femme Salwa Smaoui qui s'était chargée d'animer les meetings de son parti. Une fois le candidat qualifié pour la seconde manche du scrutin, de nombreuses voix s'étaient élevées pour réclamer sa libération afin d'assurer une meilleure équité entre lui et son rival Kaïs Saïd. Arrivé en tête du premier tour de la présidentielle en Tunisie, M. Saïd avait décidé de ne plus faire campagne pour des considérations morales. Il a par ailleurs communiqué son envie de faire quelque chose pour la patrie. Je suis un indépendant et je le resterai. Je n'appartiens à aucun parti politique et tous ceux qui voudraient se joindre à ma cause, je les remercie. Et ceux qui choisissent une voie différente, je les remercie également. Le mot de la fin est pour le peuple tunisien. Ce feuilleton a fait passer à l'arrière-plan des législatives, pourtant cruciales pour les Tunisiens. Les premières estimations convergent vers une nette avance d'Ennahda. Selon la constitution tunisienne, le parti qui obtient plus de 109 des 217 sièges du Parlement a le droit de nommer un Premier ministre et de former un gouvernement. Mais pour l'heure, beaucoup d'incertitudes pèsent sur cette élection présidentielle et le vainqueur devra se pencher urgemment sur les préoccupations sociales et économiques de ses concitoyens. Justice toujours, l'avocat de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a quitté en première instance par la Cour pénale internationale, mais en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure Fatou Bensouda demande sa mise en liberté immédiate et sans condition et la possibilité pour lui d'être candidat à la présidentielle de 2020. Je vous propose d'écouter Maître Emmanuel Altid. Il est au micro d'Igriss Fall. Alors, nous avons demandé la fin des limitations qui avaient été posées par la Chambre d'appel à la liberté du président Gbagbo. Nous demandons donc qu'il recouvre l'intégralité de ses droits d'homme et de ses droits de citoyen. À partir du moment où il a été acquitté, il n'y a pas de raison, pensons-nous, pour que sa liberté soit limitée, qu'il ne puisse pas aller où il veut, qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut, et surtout, il n'y a pas de raison pour que ses droits soient aussi limités, pour qu'il ne puisse les exercer, qu'il ne puisse exercer tous les droits qui sont attachés, inextricablement attachés à sa personne, c'est-à-dire à sa personne d'homme et à sa personne de citoyen. C'est parce qu'il y a appel de la part du procureur et que la procédure peut donc durer encore un certain temps que nous pensons
qu'il est urgent que les juges disent que le président Gbagbo peut recouvrer l'intégralité de ses droits du fait de son acquittement et qu'il peut jouir désormais d'une entière liberté. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, réélu en février, a présenté mardi une proposition de budget historique de 10 330 milliards de naira, soit 33,8 milliards de dollars pour 2020 au Parlement. Il avait été, on le disait, réélu en février dernier pour un second mandat. Muhammadu Buhari, au pouvoir depuis 2015, s'était engagé à dynamiser la croissance qui reste faible à environ 2% au premier semestre 2019. Il a reconnu mardi devant les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat que l'environnement économique reste difficile tout en annonçant un objectif de 2,93% de croissance l'an prochain. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a besoin d'argent. Quelques 700 participants, dont 10 chefs d'État et de gouvernement, notamment africains, sont réunis depuis ce mercredi à Lyon, en France. Objectif, récolter 14 milliards de dollars. Ces fonds devraient pour moitié aller à la lutte contre le sida et pour moitié au paludisme et la tuberculose. L'objectif du fonds est d'éradiquer ces pandémies d'ici à 2030. Dans son dernier rapport, en septembre, l'organisme revendiquait 32 millions de vies sauvées depuis sa création, mais avertissait de nouvelles menaces mettant en péril ses objectifs, l'une d'elles étant donc le manque de financement. Le manque de financement qui devient justement une préoccupation majeure pour Médecins sans frontières en Guinée. L'ONG vient de tirer la sonnette d'alarme sur la baisse des financements en matière de lutte contre le VIH et la tuberculose dans le pays. La situation de la Guinée est parmi les plus graves en Afrique de l'Ouest et dans toute l'Afrique selon MSF. On fait le point avec notre correspondant sur place à Conakry, Zakaria Kamara. La lutte contre le VIH et la tuberculose en Guinée accuse un grand retard par rapport au reste du continent, note Médecins sans frontières dans un rapport publié ce mardi. Le nombre de nouvelles infections a été revu à la hausse. Il passe de 6 400 par an à 7 200 à partir de cette année. Toutes les 2 heures, un malade meurt du VIH en Guinée. Pour MSF, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes ici pour alerter la société civile et les bailleurs de fonds de la Guinée qu'ils doivent maintenir leur financement et pouvoir même, si possible, les augmenter. L'objectif de diminuer la transmission du VIH dans la population est de pouvoir maintenir une prise en charge adéquate des porteurs du VIH. 120 000 personnes sont infectées par le VIH en Guinée. Seulement 40% sont sous traitement. Le pays est aussi confronté à des difficultés dans la mise à disposition de soutien psychosocial et d'intrants sanitaires. L'année dernière, les malades ont souffert de la rupture des ARV. La situation actuelle des personnes vivant avec le VIH sont alarmantes parce que le traitement n'est pas suffisant pour les personnes vivant avec le VIH. Surtout sur la deuxième ligne qui n'existe même pas à l'intérieur du pays. Il y a des patients qui parcourent des kilomètres avec les routes des calvaires pour venir se servir et ils n'en trouvent que juste pour un mois. En Guinée, un peu plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La couverture de charges virales est de 35% pour tout le pays et 19% des enfants nés d'une mère séropositive naissent infectés. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. La station de recherche agronomique de l'Institut international d'agriculture tropicale IITA, basée dans l'est de la RDC, s'appelle désormais Campus de recherche président Olusegun Obasanjo. Changement intervenu à Kalambo hier mardi dans la soirée. À l'occasion, la Banque africaine de développement a réaffirmé son soutien au gouvernement congolais au vu de son intérêt croissant pour le développement de l'agriculture. À propos de la République démocratique du Congo toujours, mais s'agissant d'investissement, cette fois-ci, des entreprises belges attendent de meilleures conditions
de la part des autorités congolaises pour répondre à l'appel du président Félix Tshisekedi à investir en RDC. C'est ce qu'a indiqué Johan Hideke, ambassadeur de la Belgique à Kinshasa. Des hommes et femmes d'affaires sont disposés à venir nombreux, mais ils attendent que le gouvernement et l'administration créent des conditions correctes de travail. C'est ce qu'a donc déclaré l'ambassadeur. La Turquie a lancé une opération militaire dans le nord-est de la Syrie, une opération planifiée de longue date pour éliminer les forces kurdes qualifiées de terroristes par Ankara, mais considérées par la plupart des pays occidentaux comme des partenaires essentiels dans la lutte contre le groupe État islamique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mercredi le début de l'opération baptisée Peace Sprint, source de paix qui vise à éradiquer la menace de terreur contre la Turquie. Le point avec Arzouma Compaoré. L'opération militaire turque a commencé plusieurs jours après l'annonce surprise de la Maison-Blanche concernant le retrait des forces américaines de la région. Des raids aériens turcs ont frappé la ville de Ras al-Ain du côté syrien de la frontière, ont déclaré des activistes locaux. Les forces démocratiques syriennes, SDF, dirigées par les Kurdes, ont déclaré que les avions de guerre turcs frappaient des zones civiles, provoquant une panique intense. Nous appelons tout notre peuple, à travers toutes les affiliations à l'intérieur et dans la diaspora, à rechercher toutes les options possibles pour contrer cette attaque fasciste injustifiée. Nous appelons également tous les partis politiques et organisations de la société civile à se diriger vers les zones frontalières et à résister. Chez les Kurdes syriens qui organisaient une marche de protestation juste avant les frappes, les sentiments sont vifs. Ils n'ont pas tenu leurs promesses. C'est une honte. Les unités de protection du peuple et les femmes ont combattu Daesh tout au long de ces années. Aujourd'hui, la communauté internationale, en particulier les États-Unis, nous abandonne. C'est une honte. Selon les forces kurdes, au moins 2 civils ont été tués lors des frappes aériennes de ce mercredi. L'OTAN a appelé la Turquie à la retenue. La France a condamné l'offensive et saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Allemagne a aussi condamné, affirmant que cela va provoquer une résurgence du groupe État islamique. Ankara considère ces combattants kurdes comme une menace à sa sécurité en raison de leur lien avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui mène une guérilla sur le sol turc. Au moins 30 civils ont été tués en mai dernier dans des frappes américaines contre des supposés laboratoires de drogue des talibans dans l'ouest de l'Afghanistan, selon un rapport des Nations Unies publié ce mercredi et aussitôt contesté par l'armée américaine. La mission de l'ONU pour l'Afghanistan affirme pourtant avoir vérifié 39 cas de victimes, dont 14 enfants et une femme dans les frappes du 5 mai. L'armée américaine, qui avait mené des opérations contre plus de 60 sites de production de drogue ce jour-là, a contesté les conclusions de l'ONU et démenti avoir ciblé des civils. Le négociateur de l'Union européenne, Michel Barnier, a déclaré que les Européens n'étaient pas en mesure d'envisager et de trouver un accord avec le Royaume-Uni à une semaine d'un sommet crucial. Devant le Parlement européen, il a jugé inacceptable la proposition britannique sur la frontière irlandaise, estimant qu'elle remplacerait une solution opérationnelle, pratique, légale, par une solution hypothétique et provisoire, faute d'accord d'ici la fin de la semaine. Le Royaume-Uni se prépare à un no deal, à moins que Boris Johnson ne soit contraint par son Parlement à un 3e report. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Ici aux États-Unis, pas de répit pour les démocrates au Congrès qui poursuivent leur enquête sur une éventuelle procédure de destitution de Donald Trump. Mais son administration déploie tous les efforts possibles pour bloquer le dossier. L'éducation est la clé d'un avenir meilleur, c'est du moins la conviction d'un jeune enseignant, un réfugié sud-soudanais, qui fait parler de lui dans un camp de réfugiés éthiopiens. La Sierra Leone disputera son prochain match à domicile à huis clos, ainsi en a décidé la FIFA après les incidents qui ont émaillé la réception du Libéria le 8 septembre. Ici aux États-Unis, donc, les démocrates avancent progressivement dans leur enquête sur une possible mise en accusation du président Donald Trump. Cependant, son administration tente non seulement d'empêcher les témoins clés de comparaître, mais aussi de retarder la livraison des documents requis par le Congrès. Les démocrates, qui disposent d'une grande majorité à la Chambre des représentants, pourraient dans ce contexte voter pour accuser formellement le président Trump au regard de ses relations avec les autorités ukrainiennes utilisées selon l'accusation à des fins politiques personnelles, ce qui conduirait à un procès au Sénat où le président et ses partisans républicains jouissent d'un avantage distinct favorable à son acquittement. Zoom sur cette bataille politique dans ce reportage, un reportage de Jim Malone, le récit est d'Irénée Herman Umbo. De la Maison-Blanche, le président Trump reste provocateur face à l'enquête de destitution des démocrates. Ce qu'ils ont fait à ce pays est inimaginable et c'est une chance que je sois président, car beaucoup le disent et très peu de gens peuvent le supporter. Et je tiens le coup. Vous savez pourquoi? Parce que je connais son importance. Au cœur de l'enquête sur la mise en accusation se trouve l'effort de Trump pour convaincre d'autres pays d'enquêter sur un rival politique, l'ancien vice-président Joe Biden. Les démocrates voient les actions du président comme un abus de pouvoir, tel que l'indique Adam Schiff, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants. C'est l'une des rares enquêtes de destitution dans l'histoire de notre pays. La question est de savoir si le président a abusé de son autorité pour solliciter une aide politique au profit de sa réélection en violation des règles de sécurité de notre pays. Trump a nié tout acte répréhensible et a déclaré que son objectif était plutôt de lutter contre la corruption, non pas d'agir à des fins politiques comme l'indiquent les démocrates. Les législateurs républicains qui ont défendu le président rejettent toute tentative de destitution. Mais la Chambre est sur le point de faire de Trump le 4e président américain à être mis en accusation. Ce sont des allégations extrêmement graves. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une époque dans notre histoire où nous avons vu un président utiliser la politique étrangère pour ses intérêts politiques personnels. La mise en accusation à la Chambre n'est cependant que la première étape. Il existe des articles de destitution votés à la Chambre des représentants, ce qui permet au procureur dans le système américain de se saisir de l'affaire. Mais le véritable jury est le Sénat, où il faudrait une majorité de 2/3 pour destituer le président Trump de ses fonctions. Les républicains détiennent une majorité au Sénat et le président reste confiant quant à ce qui pourrait se passer à cette étape de son éventuelle destitution. Nous gagnerons au Sénat. Les républicains ont toujours été unis. C'est la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire de notre pays. Condamner le président et le démettre de ses fonctions nécessiterait un vote des 2/3 au Sénat, soit 67 des 100 membres, un défi de taille pour les démocrates. Cela signifierait que 20 sénateurs républicains sur 53 devraient s'associer aux démocrates pour mener à bien ce projet, ce qui nécessite une coalition dans les deux partis beaucoup plus large que ce que nous avons vu jusqu'à présent.
Le dernier procès de destitution au Sénat américain a eu lieu en 1999, lorsque le président Bill Clinton a été acquitté des accusations liées à sa liaison avec la stagiaire Monica Lewinsky. Donald Trump aura-t-il cette même chance en vue d'une sortie honorable de la Maison-Blanche? La question reste encore posée. Affaire à suivre donc avec nous maintenant sur un autre plateau. Et pour parler de sport, c'est Yacouba Ouedraogo. Yacouba, on commence par cette décision de la CAF. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, la CAF qui a décidé de faire jouer le match Zamalek Génération Foot le 24 octobre. Cette rencontre entre dans le cadre des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Elle devait se disputer le 28 septembre au Caire, mais les Égyptiens l'ont délocalisée au dernier moment à Alexandrie et l'ont reprogrammée au lendemain, d'où le refus des Sénégalais de jouer. À l'aller, Génération Foot s'est imposé 2-1 à Dakar. Sénégalais et Égyptiens joueront donc finalement le 24 octobre au Caire. La CAF avancera les frais relatifs au transport international et à l'hébergement de la formation sénégalaise. L'équipe perdante sur l'ensemble des deux matchs sera reversée en Coupe CAF et prendra part au tour préliminaire additionnel dont les matchs allés se disputeront le 30 octobre et une semaine après pour les matchs retour. Et puis, au Ghana, le Conseil de la FIFA a décidé de prolonger une nouvelle fois le mandat du comité de normalisation de la Fédération de football. Le président Kofi Amwa et ses collaborateurs ont jusqu'au 17 novembre pour compléter le processus de réforme entamé. C'est la troisième fois que le mandat de ce comité est prorogé pour terminer sa mission de redressement de l'administration du football local. Le dernier mandat prenait fin le 30 septembre dernier. Les élections pour un nouveau comité exécutif de la fédération sont prévues le 25 octobre prochain. Entre autres, Amanda Clinton, George Ankoma Mensah, Nana Aponsa et Frédéric Papoué sont en course pour succéder à Kwesi Nyantaki. Et pour finir, la Sierra Leone disputera son prochain match à domicile à huis clos et devra s'acquitter d'une amende de 45 700 €. Ainsi en a décidé la FIFA en réponse aux incidents qui ont émaillé la réception du Libéria le 8 septembre en préliminaire du Mondial 2022. La fédération libérienne a dénoncé l'accueil réservé à sa sélection, assurant que l'équipe a été attaquée par des supporters armés et empêchée de s'entraîner. Vainqueur 3-1 à l'aller et désormais qualifié pour la phase de groupe. Le Libéria a perdu la manche retour 1-0 en terre sierra-léonaise. Et ce qui n'a pas empêché de se qualifier puisque ils avaient gagné 3-1 donc à l'aller. Les supporters locaux, disons, ont envahi le terrain et jeté des objets sur la pelouse d'après les Libériens. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. On se retrouve donc demain. En Éthiopie, dans le camp des réfugiés de Djewi, un enseignant fait parler de lui dans les salles de classe. Il s'agit de Kouat Rit, un réfugié sud-soudanais qui croit que l'éducation est la clé d'un avenir meilleur pour son pays d'origine. Installé en Éthiopie depuis 2015, il veut s'assurer que les jeunes et les personnes âgées qui vivent dans ce camp sont prêts à participer à la reconstruction du Soudan du Sud. Thierry Kaoré. Les voix des élèves résonnent dans sa classe, à même de noyer d'autres classes dans son école primaire située dans l'ouest de l'Éthiopie. Père de 5 enfants, il a passé les vacances d'été à dispenser des cours supplémentaires à des élèves dans le cadre d'une initiative de plan international et d'autres partenaires visant à aider les enfants à rattraper leur retard scolaire en raison des combats au Soudan du Sud. J'apprends à ces enfants à devenir des médecins, des présidents ou des pilotes. Mon rôle consiste donc à enseigner à ces enfants à bâtir un bel avenir au Soudan du Sud, à faire de bonnes choses. Après près d'une décennie d'enseignement à son actif, ce jeune homme de 41 ans sait comment retenir l'attention de ses élèves malgré leur nombre élevé. Il dit que les enfants apprennent mieux quand les cours sont vivants et amusants. J'aime la façon dont il enseigne et il est très drôle. J'aime ça. Conscient des difficultés auxquelles les enfants sont confrontés, Kouat et ses collègues sont déterminés à faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour réduire l'écart en matière d'éducation, car seuls 2/3 des enfants sud-soudanais en Éthiopie ont accès à l'école primaire. J'adore cet enseignement, car mon souhait, c'est de faire en sorte que la jeune génération devienne de bons enfants à l'avenir. Le conflit au Soudan du Sud a eu un impact particulièrement dévastateur sur les enfants. Dans le camp de Djewi, qui abrite 54 000 réfugiés, près de 2/3 sont des enfants. Certains n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école et beaucoup de ceux qui l'ont fait
ont complètement abandonné leurs études. Et comme le dit l'adage, un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Parlons à présent de musique et surtout des sœurs jumelles sourdes Hermon et Héroda Beran qui ont eu l'occasion d'apprécier la musique en la ressentant à travers leurs vêtements. La veste Haptic Sound Shirt permet à une personne sourde de ressentir de la musique sur sa peau. La musique en direct est traduite en données en temps réel et communiquée aux porteurs via 16 micro-actionneurs intégrés au tissu du vêtement. De cette façon, les violons peuvent être ressentis sur les bras et les tambours dans le dos, créant un sentiment totalement immersif pour un membre du public sourd. Hermon et Héroda ont perdu l'audition à un jeune âge, mais grâce à cette technologie, elles peuvent donc passer leur soirée à danser au son de la musique. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.